Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur TLT pour votre journal. Et dans l'actualité toulousaine de ce lundi 2 mars, les tensions ravivées sur le site de Sivins. Agriculteurs d'un côté, zadistes de l'autre, chacun bien décidé à ne rien lâcher. Compte rendu de ces dernières heures dans cette édition. De record de commandes en record de livraison, le ciel d'Airbus est tout à fait dégagé en ce début d'année. Enfin, en sport, c'est plus compliqué. Le TFC entre dans une zone de turbulence. C'est vendredi que le Conseil général du Tarn doit prendre sa décision sur l'avenir du barrage de Sivins. Selon nos informations, il pourrait se prononcer pour l'abandon du projet. En attendant, sur place, les tensions sont ravivées entre les agriculteurs et les zadistes. Les zadistes de Sivins ont passé leur week-end à tenter de construire une barricade. Les agriculteurs du département ont passé le leur à essayer de la détruire. Et depuis ce week-end, les gendarmes sont sur place pour bloquer les deux principaux accès au site et essayer de contenir les deux camps. Récit de ces dernières heures avec Pascal Solaire tout de suite. Depuis ce matin, 7h30, une centaine d'agriculteurs venus du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron se relaient pour bloquer les accès à la ZAD et au chantier de la retenue d'eau de Sivins. Un blocus qui empêche le ravitaillement en eau et nourriture d'une quarantaine de zadistes toujours sur place. Il sera maintenu tant que les opposants au barrage n'évacueront pas les lieux, ainsi que l'a ordonné le tribunal d'Albi début février. Une décision qui n'a en rien résolu la situation, car la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a demandé à ce qu'aucune évacuation n'ait lieu avant le 6 mars, date à laquelle le Conseil général du Tarn rendra sa décision sur le devenir du projet de barrage. Ils occupent illégalement des lieux qui ne leur appartiennent pas. Des parcelles qui, pour un certain nombre, appartiennent à des agriculteurs. Ils ne peuvent plus, depuis 1 an et demi, accéder à leurs parcelles et faire les travaux qu'ils ont à faire sur leurs parcelles. La volonté est que l'État fasse appliquer les règles. Et si ça ne suit pas cette semaine, on trouvera d'autres cibles et d'autres moyens pour que l'État fasse son travail. Sur place, 200 gendarmes sont mobilisés pour éviter des échauffourées entre pro-barrage et zadistes, car la tension est déjà montée d'un cran ce week-end. Selon un agriculteur écologiste opposé au barrage, il était alors interviewé par une chaîne d'information. Ils ont empêché de continuer, quoi. Il y en a un qui m'a dit comme ça, heureusement que les gendarmes arrivent parce que ta voiture on l'aurait mis sur le toit. J'ai vu quand même des gens qui étaient déterminés, quoi, et puis déterminés, je dirais, à donner le coup. J'ai quand même vu des gens qui étaient cagoulés avec des gants et puis un poing américain, quoi. Le préfet a dit qu'il était dans la concertation, dans le dialogue, quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, quand le dialogue ne sert plus, eh ben il faut passer aux actes. Là, les actes, ça serait de les dégager, quoi. L'ambiance est électrique. Pro et anti-barrage sont au moins d'accord sur un point. Il faut une intervention rapide de l'État. Les zadistes appellent à un rassemblement mercredi dans la ville de Gaillac en vue d'un convoi alimentaire vers la ZAD. Voilà, et on l'a appris dans l'après-midi, les renforts de gendarmes sur place à Sivins devaient passer dès ce soir de 200 à 260 agents. Sur le projet de barrage de Sivins, enfin, un dernier mot pour être tout à fait complet. Sachez que le Conseil général, qui se réunit donc vendredi, devra examiner 2 solutions privilégiées par les experts, soit une version allégée du barrage ou 3 petites retenues latérales. Pour rappel, le rapport des experts avait préconisé le 16 janvier dernier l'abandon du projet initial. Nous aurons bien évidemment l'occasion de reparler du projet de barrage de Sivins au cours de nos prochaines éditions. Je vous le disais, en titre, Airbus survole la crise. L'avionneur européen présentait ses résultats à Munich la semaine dernière, de records de livraison en record de commandes. On peut dire que 2015 s'annonce sous les meilleurs auspices. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 5% et un résultat net de 59%, le ciel d'Airbus est bien dégagé en ce début 2015. Et c'est grâce à la partie aéronautique qu'Airbus Group vole dans les hautes sphères. Le programme A350, par exemple, monte en puissance. Le patron d'Airbus, Tom Enders, a annoncé la semaine dernière l'accélération du rythme de production de son dernier long courrier pour faire face aux commandes. L'objectif est de passer de 15 exemplaires produits en 2015 à 10 par mois dès 2018. L'A320, le best-seller, déjà commandé à plus de 5000 exemplaires, va lui aussi décoller sur les chaînes d'assemblage, puisque dès le premier trimestre 2017, 50 appareils sortiront chaque mois, contre 42 aujourd'hui. La direction d'Airbus a par ailleurs confirmé la semaine dernière le retour à l'équilibre du programme A380 en 2015 et la livraison du premier A320 Neo en octobre prochain.
Si l'aviation civile enchaîne les records, la partie défense d'Airbus Group traverse une zone de turbulence avec son A400M. Pour faire face au retard et à la réorganisation du programme, 551 millions d'euros ont été approvisionnés. Sans grande surprise donc, Airbus Group reste bénéficiaire en ce début d'année et vole de record en record. Seul point noir à l'horizon, toujours pas de nouveaux programmes annoncés dans l'aéronautique civile. Suite de l'affaire Gérard Bapt, le député maire de Saint-Jean était à Paris aujourd'hui. Il est retourné sur les bancs de l'Assemblée nationale et a rencontré Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Gérard Bapt qui risque des sanctions après sa visite non autorisée en Syrie la semaine dernière, voire même son éviction de la présidence du groupe d'amitié France-Syrie de l'Assemblée. Le député PS de Haute-Garonne affirme aujourd'hui que ses collègues de l'UMP n'ont pas respecté la discrétion dont ils avaient convenu et qu'aucun d'entre eux ne devait rencontrer Bachar el-Assad. Gérard Bapt a déclaré, je cite, « Je comprends que cela ait pu gêner le gouvernement, mais je ne me sens pas concerné par la faute morale parce que je n'ai pas vu Assad », en référence aux remontrances qui lui ont été adressées notamment par le Premier ministre Manuel Valls. Gérard Bapt est le seul parlementaire qui pourrait être sanctionné après ce voyage polémique à Damas. Il doit rencontrer Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, demain après-midi. Affaire à suivre donc. Et puis un autre dossier à suivre, c'est celui de votre chaîne locale. Le dossier TLT et son avenir seront discutés vendredi 6 mars. Votre chaîne locale fera l'objet d'une audience devant le tribunal de commerce de Toulouse. TLT est dans une situation financière difficile et risque la liquidation judiciaire. Depuis la semaine dernière, les différents partis politiques d'opposition ont apporté leur soutien à TLT. Et ce matin, le groupe Europe Écologie Les Verts a même organisé une conférence de presse, là encore en soutien à Télé Toulouse. À quelques jours du rendez-vous important de vendredi, les soutiens sont donc nombreux et importants. Le maire de Toulouse, de son côté, s'est dit lui aussi particulièrement attaché à l'avenir de TLT et a rappelé l'engagement de la mairie sur le contrat d'objectifs et de moyens qui lie la ville à la chaîne locale. Vous êtes vous aussi et depuis très longtemps nombreux à nous soutenir et nous vous en remercions. Nous vous tiendrons bien évidemment informés sur l'avenir de Télé Toulouse. Sans transition, l'association Unicité, pionnière du service civique en France, fêtera ses 20 ans cette année. En Midi-Pyrénées, Unicité a été créée en 2007 et a déjà accueilli 450 jeunes. Pour information, la demande pour être volontaire en service civique est bien supérieure aux offres de missions possibles à l'heure actuelle. La tendance devrait s'inverser. Rencontre ce soir avec les jeunes d'Unicité qui ont choisi de consacrer un moment de leur vie aux autres. Pascal Solaire. Ils ont entre 16 et 25 ans, diplômés ou sans qualification. Parfois, ils ont même quitté le système éducatif. Point commun, ils sont volontaires à Unicité. Cette association propose aux jeunes d'effectuer leur service civique en équipe sur différentes missions de solidarité auprès de personnes âgées, handicapées ou sans abri. Des projets liés également à l'environnement. Parmi ces jeunes, Salama et Simon ont mis leurs études en stand-by pour 6 à 9 mois de service civique. J'avais envie de changement. Je voulais être un peu dans le social et être utile aux autres. Ça me donne l'occasion de monter un projet de A à Z, d'aller en phase de diagnostic jusqu'à monter un budget et la concrétisation de mon projet et plus tard la phase de pérennisation. Et ça va aussi m'apporter de la confiance en moi. On apprend beaucoup de choses sur le terrain. Et pour quelqu'un qui est timide, ça va être une bonne expérience. Ça va vraiment l'ouvrir à beaucoup de choses. Les volontaires en service civique reçoivent une indemnité mensuelle de 573 € et un complément de 100 € sur critères sociaux. L'expérience est bénéfique à la construction d'un jeune et le sensibilise concrètement à des valeurs sociales, républicaines. Et ce n'est pas un hasard si au lendemain du 11 janvier, François Hollande a déclaré vouloir renforcer ce qu'il appelle désormais le service civique universel. On estime que la demande aujourd'hui elle est de l'ordre de 150 000 jeunes, donc ça veut dire qu'à partir de juin, tout jeune qui souhaite faire un service civique devrait trouver une mission et pouvoir la faire. Ça c'est l'annonce de M. Hollande. Ensuite voilà, il faut que le budget de l'État suive pour payer tous ces jeunes et il faut aussi que toutes ces missions soient trouvées sur les territoires. Toutes les associations proposent des missions, les collectivités locales certaines aussi proposent des missions en direct des jeunes, les services de l'État proposent aussi des missions. Donc voilà, il faut aussi réfléchir peut-être à des grandes missions nationales qui seraient pilotées par l'État, qui pourraient mobiliser beaucoup de jeunes, parce que 150 000 jeunes c'est beaucoup. Ségolène Royal vient tout juste d'annoncer la création de 5000 places de service civique pour des jeunes souhaitant avoir une expérience dans l'environnement
l'environnement et plus précisément participer au programme de transition écologique lancé par le ministère de l'écologie. Une info transport à présent. Les syndicats des agents du métro de Toulouse ont déposé un nouveau préavis de grève à partir de demain, mardi 3 mars et jusqu'au 30 septembre prochain. Ils protestent toujours contre les modalités de mise en place du service jusqu'à 3 h du matin le vendredi et le samedi soir. Ce nouveau préavis s'appliquera en principe les soirées du week-end entre 1 h et 3 h du matin. Les syndicats disent toujours vouloir assurer la sécurité dans le métro dans ces tranches horaires. Invité chez nos confrères de France Bleu Toulouse ce matin, Franck Brouard, délégué sud des agents de métro, a déclaré que cette grève n'est pas une question d'argent. Les gens ont très mal pris cette accusation, a-t-il dit, le syndicaliste qui a rajouté que la direction de Tisséo peut, si elle le souhaite, atténuer les effets de la grève et elle ne le fait pas. Fin de citation. Allez, on ouvre une page sport, le football. Pour commencer, ça se complique vraiment pour le TFC. 18e de Ligue 1 après leur match nul face à Saint-Etienne. Les Toulousains sont désormais relégables. Le résumé de la rencontre, Samuel Prieur. Sous un crachin persistant et malgré un Zachary Boucher décisif, le TFC voit désormais rouge. 18e de la Ligue 1 et donc premier relégable, les Violets connaissent une saison très difficile. Malgré de bonnes intentions, samedi soir face à Saint-Etienne, les locaux se font logiquement sanctionner d'un pénalty sur ce découpage de Spaïk. Sanction transformée par Gradel. À la mi-temps, Saint-Etienne mène 1-0. La réaction d'orgueil des joueurs d'Alain Casanova se fait sentir en seconde période. Les occasions se multiplient, mais il faut attendre la 88e minute et cette frappe splendide d'Akpa Akpro pour égaliser. Un partout, score final, un résultat qui n'arrange personne. C'est un point. On avait les 3 points de la victoire à 6 minutes de la fin. Mais Toulouse mérite de marquer en deuxième période et mérite de la gagner. Ouais, dans notre situation, ça ne peut pas être un bon résultat. Je pense que, au vu de la physionomie du match et notamment de la deuxième mi-temps, on peut être frustré. Maintenant, ça aurait été très dur de perdre après un match comme celui de ce soir. Relégables, les Toulousains refusent néanmoins de trop s'inquiéter. Ils restent confiants à 11 journées de la fin de la saison. Ça nous pique, je pense qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, on n'est pas content et on n'est pas satisfait d'être dans cette position-là. Comme j'ai dit aux joueurs, s'ils montrent cet état d'esprit-là tous les matchs, on gagnera pas mal de matchs et on prendra les points qui seront nécessaires pour se maintenir. On regarde que notre équipe et on sait qu'en faisant des grosses performances, et on doit gagner nos matchs, on doit gagner 5 matchs, on le sait, donc on sait que ça ne va pas être facile jusqu'au bout. Mais croyez-moi, on va rien lâcher et les supporters peuvent compter sur nous parce qu'on va vraiment rien lâcher, on ne veut pas descendre en Ligue 2. Les Toulousains joueront une partie de leur avenir dès vendredi contre Marseille, une nouvelle fois au Stadium. Un match capital pour éviter de faire partie des 3 condamnés. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT. À bientôt.